atelier clandestin, quelque part en France. C'est d'ici que nous allons raconter l'histoire d'un terrorisme dont le temps a effacé les traces. Pendant 10 ans, de 1975 à 1985, les commandos des justiciers du génocide arménien et l'Azala, l'armée secrète de libération de l'Arménie, frappent sans relâche les intérêts de la Turquie, à Paris, Los Angeles ou Genève. Qui sont ces terroristes arméniens? On les pense originaires du Liban, où vit la plus grande communauté de la diaspora. Le 8 février 1980, la France découvre une autre réalité et un premier visage. Ce jour-là, un citoyen français d'origine arménienne est arrêté à Marseille devant sa maison de famille. Max Rahir Kiljan, 38 ans, est accusé d'avoir participé 2 jours plus tôt à Berne à la tentative d'assassinat de l'ambassadeur de Turquie en Suisse. Mon oncle était commerçant. Il a travaillé avec ses frères, successivement dans les différents commerces de ses frères. Donc au moment de son arrestation, il travaillait avec mon père dans un tabac sur la Canebière. Il était plutôt beau gosse. Pour nous, enfants, c'était un peu le tonton jeune, un peu rock'n'roll, sympa. Il portait des jeans moulants, des chemises un peu bariolées, des ceinturons, des blousons en cuir. J'ai l'impression qu'il avait une vie un peu de jeune Marseillais de cette époque-là. Souvent, il disparaissait. Il allait avec des copains, enfin, mais il ne prévenait pas. C'était son fonctionnement. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, mon père n'avait pas su s'il avait fait plusieurs voyages à Berne, s'il s'était rendu en Suisse, et il n'a jamais su. L'enquête des policiers suisses montre que Max Kiljan a bien effectué 4 séjours à Berne, entre novembre 1979 et février 1980. En Suisse, il a loué la voiture, une Mitsubishi Colt, qui a servi à l'attentat revendiqué par les justiciers du génocide arménien. Le matin du 6 février, 5 balles de calibre 38 sont tirées sur l'ambassadeur de Turquie. Miraculeusement, le diplomate assis à l'arrière de sa voiture n'est que légèrement blessé au visage. Max Kiljan a-t-il participé à l'attaque? Des témoins l'affirment. Lui nie avoir été présent. C'est pas quelqu'un qui a un casier, je dis, il a rien. Simplement, il est issu d'une famille qui est très engagée politiquement. Lui et ses 2 frères portent le nom de figures légendaires de la résistance arménienne fin 19e, début 20e. C'est pas par hasard. La famille Kiljan était une famille très militante, était politiquement engagée. Je parle dans le milieu arménien et dans les organisations politiques arméniennes. Ma famille et mon grand-père, Tatios, donc était Tachnak. Mon père l'était, mes oncles l'étaient. La famille Kiljan est une famille qui était respectée et respectable dans la communauté arménienne. Une famille éminemment arménienne, je puis dire, totalement engagée dans la cause arménienne, aussi bien le père et aussi bien les 3 enfants, les 3 fils, qui ont été membres de la Fédération révolutionnaire arménienne Tachnak Sutyun. Parmi les partis politiques communautaires qui structurent la diaspora, la Fédération révolutionnaire arménienne est la plus puissante. Dirigée depuis le Liban, elle a longtemps cru à la possibilité d'une solution politique pour la question arménienne. Mais en 1972, lors de son congrès mondial en Autriche, elle lance un avertissement. Face au négationnisme turc et à l'indifférence des grandes nations, les Dachnak lutteront désormais en ayant recours à tous les moyens. Sa famille a des connexions avec l'ensemble de ce courant politique dans le monde entier. Je veux dire au Proche-Orient, aux États-Unis, Canada, Argentine, etc. Et Max est un citoyen français, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a fait sa scolarité en France, qui n'a rien à voir avec le Proche-Orient, la matrice libanaise, comme on dit.
mais qui pourtant va s'entraîner au Liban, dans la plaine de la Bekaa. Dans sa famille, et notamment là où il vit, à Beaumont, boulevard Louis Fournier, le temps s'est arrêté. Moi, j'ai grandi dans cette famille avec eux. Je peux vous assurer que quand on entre dans cette maison, le temps et l'espace s'arrêtent. Un retour en arrière, fin 19e, début 20e, qui est manifeste, qui est évident. Et donc ça a dû peser sur ce jeune, enfin cet adulte, mais qui a grandi dans cet environnement. C'était très bizarre parce qu'il y avait un côté intérieur-extérieur. Ils étaient très intégrés, en fait, c'était des Français moyens. Ils avaient une vie sociale extérieure, surtout liée à leur travail. Mais il y avait aussi un intérieur qui était plus lié aux origines, à l'identité, à la politique, etc. En fait, on communiquait uniquement en arménien. On a commencé à parler français et puis à intégrer le français à la maison à partir du moment où on est allé à l'école. On a toujours utilisé nos prénoms arméniens en intérieur et les prénoms français étaient utilisés pour la vie de tous les jours à l'extérieur. Il y a dans l'ambiance familiale beaucoup de non-dits. Et je sais très bien qu'on est des Arméniens, enfin, j'en entends tout le temps parler quand je suis petite. Et je sais que la famille est rescapée du génocide. Alors, qui m'a parlé de ça en premier? Je pense qu'on était baignés, quand je dis on, que ce soit ma sœur ou mon cousin, on était baignés dans cette ambiance. Donc, en fait, on n'a pas eu besoin de nous en parler parce qu'on avait compris. Ils m'ont jamais raconté précisément ce qu'ils avaient vécu. Moi, je retrouvais mon grand-père parfois au fond de la pièce d'à côté, là. Il y avait un fauteuil dans lequel il se réfugiait de temps en temps et on l'entendait pleurer. De toute la famille, seuls 2 membres, en fait, ont réchappé au génocide, mon grand-père et sa mère. Donc en 1915, il avait 14 ans, donc il se souvient de plein de choses. Il parlait toujours de la perte de ses parents, de son père, de ses frères. J'ai appris par la suite, et je ne l'ai pas fait exprès, que l'un des prénoms de ses frères, c'était Shahan. Et mon fils s'appelle Shahan. Arrivés en France à partir de 1915, passés par des camps d'urgence, les rescapés du génocide ont longtemps gardé leur douleur pour eux. Jusqu'aux années 60, ils se sont reconstruits sans bruit, dans les réseaux de solidarité mis en place par l'Église arménienne ou par les partis politiques de leur communauté. Ce n'était pas un peuple en lutte, hein, les Arméniens. C'était des gens qui baissaient plutôt la tête et à qui on a appris et forcé à baisser la tête pendant des siècles et des siècles sous l'Empire ottoman. Donc la révolte n'était pas dans leur ADN. Nos parents se réunissaient, comme je le disais, dans des salles fermées. Ils parlaient, ils racontaient, mais c'était uniquement eux qui entendaient. Et il y avait une espèce de, en effet, contraste, dichotomie, appelez ça comme vous voulez, entre ce qu'on pouvait vivre sur le plan intérieur de ce drame, de cette situation d'appartenance à un peuple qui avait subi ce qu'il a subi et qui était toujours en train de le subir d'une certaine manière par d'autres moyens, et puis l'indifférence totale à laquelle on était confronté dans la sphère publique. Donc ce décalage, évidemment, était pesant, était mal vécu, et il nous renvoyait aussi à nos responsabilités. Parmi les événements qui déclenchent la colère des jeunes Arméniens de la diaspora, un épisode plus que d'autres marque la conscience de Max Kilntjan. Au début de l'année 1973, la communauté marseillaise décide de construire dans les jardins de la cathédrale arménienne
un monument aux morts du génocide. Un geste symbolique qui témoigne combien, même à 60 ans de distance, il reste impossible de faire reconnaître les massacres. C'était en présence d'un membre du gouvernement de la République, Joseph Comiti, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, du maire de Marseille, Gaston Defer, et d'autres élus. Et suite donc à cette inauguration, où il était écrit qu'on a parlé du génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman, eh bien, la Turquie a rappelé son ambassadeur à Ankara. Les autorités turques ont fait pression sur les autorités françaises pour que ce monument soit détruit ou retiré, ou du moins que toute mention portant sur l'Empire ottoman ou la Turquie soit effacée. Et du côté arménien, enfin du côté des Français d'origine arménienne, ça a été vécu comme un affront. C'est-à-dire que non seulement on ne peut pas obtenir la reconnaissance officielle du génocide, mais on n'a même plus le droit de se souvenir. C'était insupportable. On ne vous laisse pas commémorer vos morts. Vous prenez conscience qu'il y a eu 1 500 000 morts. 1 500 000 morts. 1 million de réfugiés. Et on jette un voile sur tout ça, ça n'existe plus. Assassiné. Hissunyot, Krikor, Armouni. Assassiné. Il fallait sortir de là. Et on est sorti de là dans ces années 70-80 avec cette jeunesse, avec cette nouvelle génération qui l'a exprimé en des termes différents. C'est mai 68, c'est la jeunesse européenne, c'est pour le coup les autres identités qui se battaient, c'est le mouvement de décolonisation dans les pays du tiers-monde qui a eu cette incidence aussi sur les Arméniens. L'exemple palestinien, le Vietnam, Cuba, toutes ces causes qui ont obtenu des avancées nettes, les Arméniens se sont dit pourquoi eux et pas nous. Et derrière, Max comme d'autres, se sont dit que ça ne pouvait plus durer comme ça et qu'il fallait passer à une autre dimension, à changer de braquet. Une attaque et un assassinat à la mitraillette à quelques heures de Noël, dans le cœur de la capitale. Voilà qui symbolise bien le monde absurde de violence qui est le nôtre en cette fin d'année 1979. C'était une époque où il y avait un attentat par jour. Quand c'était pas la bande à Bader, c'était les Brigades Rouges. Quand c'était pas les Brigades Rouges, c'était le FLNC. Les Basques sont là, il y a Gorfranco. Bon, les Irlandais, ça défouraille un peu plus qu'aujourd'hui. Hein. C'est pas... Ça ne boit pas des œufs pourris. Hein. Des morts, des explosions, etc. etc. Bon. À Marseille, les amis de Max Rahir Kilinjan créent rapidement un comité de soutien qui va solliciter toute la diaspora. Son frère Sarad, Serge, en devient l'un des moteurs. Les réseaux d'Achnak s'activent et à peine arrêté, le petit commerçant de la Canebière devient un symbole international de la lutte du peuple arménien. Il y avait un soutien total pour Max Kilinjan. Le comité de soutien autour de Max et l'effervescence autour de Max a tout de suite eu l'effet d'une mise à jour des modes d'expression. C'est-à-dire que avant, c'était des photos du génocide, et encore, ou pas d'image, rien, juste des slogans. Et là, d'un coup, c'est un visage, c'est des opérations de propagande, de mobilisation.
volonté aussi de sortir des endroits clos de la commémoration. Je vois les murs de Marseille se couvrir de Libéré Kildjian. Donc ça, c'est un peu surprenant. Dans mon esprit de petite fille, s'il avait mal agi, on n'aurait pas mis son nom partout. Les murs se couvrent de mon nom, ce qui est quand même pas banal. C'est-à-dire quand tu vois ton nom sur les murs de toute une ville. Quand tu vois écrit ton nom à Téhéran avec des manifs de dizaines de milliers de personnes, quand à Los Angeles pareil, en Angleterre pareil, enfin, il y a un côté fascinant et en même temps un peu affolant, quoi. Donc j'allais à l'école et je me disais, mais Kildjian comme le Kildjian? Et oui, oui, alors c'est qui? Mais c'est mon oncle, hein. J'ai le souvenir dans le parloir, donc les bruits de clés, clac, 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 comme ça. Kildjian au parloir. Des fois, on était si nombreux que les parloirs étaient tellement petits et le fenestron tellement étroit qu'on était obligé de se tasser les uns contre les autres comme ça et on montrait juste notre tête par le petit hublot, là. Moi, j'étais complètement tétanisée. Je voyais mon oncle derrière la vitre, là. Alors, il nous souriait. Et ma grand-mère nous disait, elle faisait comme ça, « Pam, c'est... Dis quelque chose. Pam, c'est tontonine. Dis quelque chose à tonton. » Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à 7 ans, après à 8 ans, dans un parloir des Baumettes? Pendant la période où Max était en prison, je suis allé voir l'ensemble de mes professeurs en leur disant « Moi, je ne m'appelle plus Pierre, puisque je m'appelle Pierre à l'état civil. Mon prénom, c'est plus Pierre, c'est Tero. Donc je vous prie désormais de m'appeler Tero. » Et voilà, donc mon prénom Dro, celui que tout le monde connaît dans ma vie de tous les jours, ça vient de cette époque-là, de ma volonté d'arrêter d'être un peu schizophrène entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Quelque part dans mon cerveau, je devais me dire « Ouais, je vais voir tonton », mais je sais qu'en fait, il a fait quelque chose pour être en prison qu'il ne devait pas faire. Mais il n'a pas fait quelque chose de mal, parce que j'entendais ce qui se disait quand même, et je comprenais qu'il avait fait quelque chose, certainement un acte un peu héroïque, donc je le vivais comme ça, donc c'était pas un bandit. Et puis il avait agi pour la cause en fait. Et la cause, on sait très bien chez nous que la cause c'était la cause arménienne. À l'orée des années 80, le contexte politique français n'est pas favorable à la cause arménienne. Paris ne veut surtout pas froisser la Turquie, pays membre de l'OTAN et rempart contre l'Union soviétique. Et pour ceux qui font le choix des armes, la menace des sanctions est réelle. La Cour de sûreté de l'État, composée de juges et de militaires, et la peine de mort n'ont pas encore été abolies. En 80, il est arrêté, la France est à droite, réprimande toute manifestation, je dirais, arménienne. Jusque dans l'église à Jean Goujon, dans le 8e arrondissement à Paris. Les policiers sont rentrés pour aller taper des manifestants. Et puis 81, la gauche arrive au pouvoir. La France socialiste veut se démarquer d'une droite conservatrice et limite réactionnaire. Le gouvernement était davantage bienveillant. Et d'ailleurs, il y a eu les déclarations de François Mitterrand à Vienne lors d'un Noël arménien où il reconnaît, en des termes un peu politiques en même temps, la reconnaissance du génocide. C'est une première phrase. Avec un petit clin d'œil à l'histoire du gouvernement français, c'est que le garde des Sceaux, Robert Badinter, devait assurer la défense de Max Kildjian
Quand la gauche arrive au pouvoir, il est appelé au gouvernement et donc il renonce. Un autre avocat de gauche va prendre la relève de Robert Badinter. Henri Leclerc entre dans le dossier Kilian à la demande d'un confrère que tout oppose à lui, Patrick Devedjian. Cet Arménien d'origine a milité à l'extrême droite dans sa jeunesse et deviendra 20 ans plus tard ministre de Jacques Chirac. Il s'est lancé corps et âme dans la défense de Max Kilian, malgré leurs différences idéologiques. Il était français, député français, il a été ministre, mais le fait qu'il soit arménien, c'était essentiel. C'était une composante absolue de sa vie. Pas être de droite, être de gauche. La cause arménienne concerne tout l'arc politique, je puis dire. Pour lui, c'est très important de faire de ce procès le procès du génocide. Et deux, c'est très important que ça ne soit pas que le procès des Arméniens. C'est pour ça qu'il demande à Henri Leclerc d'entrer dans le dossier. Et c'est pour ça qu'il fait témoigner des gens qui ne sont pas que des Arméniens. Patrick a beaucoup d'estime pour Henri Leclerc. C'est un des avocats qu'il estime le plus. Quel que soit son positionnement politique, ça n'a aucune importance. Ni chez les Arméniens, ni chez les avocats. Max Rahir Kilian est détenu depuis presque 2 ans quand arrive l'heure de son procès devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, les 22 et 23 janvier 1982. Est-il l'auteur des 5 tirs qui ont blessé l'ambassadeur de Turquie en Suisse? L'enquête ne le prouve pas. C'est l'heure de vérité pour lui, sa famille, son comité de soutien et au-delà, pour toute la communauté arménienne. De Paris, Lyon, Valence ou Marseille, des bus convergent vers le tribunal. J'assiste au procès. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas qui a décidé que j'assisterais à ce procès. Sûrement mon père. J'en ai pas de souvenirs extrêmement précis. C'est surtout l'effervescence, le brouhaha, les gens, les bousculades, des journalistes partout, les télés, les snipers sur les toits. Pendant 48 heures, même Aix est devenu arménien. Dans les bars, dans les restaurants, dans les rues, sur le marché d'Aix, qui est à côté du palais de justice. Pour nous, c'était la première fois que dans une cour d'assises, la cause arménienne allait être évoquée. Pour une fois, les Arméniens ne vont pas descendre dans la rue pour le génocide. Ils vont descendre pour un homme. Mais cet homme, c'est eux, quelque part. Parce que ça pourrait être eux. Et donc, il y a cette adhésion. Il y a 2000 personnes dehors. C'est pas grand-chose, 2000 personnes. Mais il y a plein de gens qui soutiennent, qui n'ont pas pu venir. Il y a plein de gens qui soutiennent, mais qui ne veulent pas se montrer. Mais bon, quand même, aujourd'hui, un procès, imaginez un procès terroriste avec 2000 personnes dans la rue. C'était une manière aussi de dire, il n'est pas seul. C'est une manière de dire, il y a une base sociale. Et c'est une manière de politiser l'affaire. C'est pas un acte individuel, isolé comme ça, et coupé du monde. Non. C'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur la Turquie fasciste, dictatoriale, etc. et de faire de la promotion de la question arménienne à travers Max. Ensuite, il y a eu des témoignages poignants, comme le témoignage de sa mère. Elle raconte exactement ce qu'elle a vécu pendant l'exil, pendant la déportation. Les jurés, la cour et l'assistance, elle l'a écouté dans un silence de cathédrale. Avant que ma grand-mère ne témoigne, parce qu'elle avait eu très peur, elle parlait assez mal le français, on l'avait fait répéter. Et moi, j'étais un peu en charge de la faire répéter son discours, enfin son témoignage. Il y avait un radiocassette qui appartenait à Max, sur lequel on mettait cette cassette et on l'écoutait en permanence avec ma grand-mère. Et après, je le faisais répéter phrase par phrase ce qu'elle devait dire. Je me rappelle, la première phrase, c'était « Je suis né à Bolu ». Je suis né à Bolu, à côté d'Ankara et de Constantinople, en 1911. Mon père et mes oncles ont été militaires, par force, comme tous les Arméniens.
les Turcs ont attrapé un de mes oncles qui voulait s'échapper. Ils l'ont ramené à Bolu et ils l'ont pendu. Elle a dit « J'avais 12 ans, Monsieur le Président. J'avais 12 ans. Ma grand-mère n'avait pas voulu livrer ses filles aux soldats, alors ils l'ont brûlée vive. Monsieur le Président, j'entends encore ces cris. » Ils prennent ça dans la figure et ils voient que vraiment la réalité des faits, ce ne sont pas que des mots. Hein. Un génocide, ce n'est pas que des mots. Un crime d'État, ce n'est pas qu'une expression, mais ce sont des faits que des personnes ont vécu et ont porté sur eux-mêmes. Ce témoignage de Madame Klinjan, c'est le témoignage de toutes les femmes arméniennes, tous les hommes arméniens de sa génération. C'est comme ça qu'il faut aussi l'interpréter. C'est un témoignage d'une mère envers son fils qui explique pourquoi son fils en est arrivé à commettre ce type d'opération, si c'est lui qui l'a commise. Au procès, les jurés entendent un autre témoignage choc. Celui de Serge Sarad, le second des frères Klinjan, qui vient porter les mots de leur père. Dans ses mains, une Bible, celle que Tatios, enfant, a cachée sous ses vêtements, alors que les soldats turcs les poussaient, lui et sa mère, sur les routes de la mort. Le dernier objet qui rattache la famille à la vie d'avant le génocide. Écrit à la main sur ce livre sacré, les noms des disparus. Et entre les pages, des grains de sable du désert. Mon grand-père, il s'est replongé dans ce passé. Pour lui, c'était pas possible de témoigner. Il comprenait pas, après avoir vécu tout ce qu'il avait vécu, après avoir enduré tout ce qu'il avait enduré, de voir son fils sur le banc des accusés, alors que les responsables du génocide n'avaient pas été arrêtés, sanctionnés. Si Max a accompli cet acte, c'est parce que je pense qu'il avait une dette, c'est ce qu'il disait lui-même déjà de son vivant, une dette envers sa famille, envers ses parents, envers ces Arméniens qui ont tout perdu. Et je pense qu'il y a une forme de, pas de narcissisme, mais une forme d'ambition de vouloir marquer l'histoire pour essayer de réparer, ou du moins de faire partie d'une logique de réparation. C'est un procès exemplaire. Ça montre à quel point le génocide a marqué tout le monde, même les gens qui ont l'air le mieux intégrés, le plus... Aznavour dit 100% français, 100% arménien. Je pense que c'est le cas de tous les Français d'origine arménienne. Alors le verdict était attendu avec une impatience et une anxiété jusqu'à 22 h le soir. Pendant 2 heures, donc le jury s'est réuni et pendant ces 2 heures-là, il y avait des allées et venues sur les marches du palais. Il y avait une certaine anxiété et en même temps une confiance. Enfin, l'angoisse, elle n'est pas la même quand on est à l'extérieur et à l'intérieur de la famille. Et l'angoisse, elle se manifestait notamment par le fait que nos pères se sont séparés de tous leurs biens, de leurs magasins, etc., pour ne plus avoir d'attache, au cas où catastrophe il y aurait et verdict sévère, la famille devait se déplacer avec lui pour le suivre dans les différentes maisons d'arrêt qu'il aurait eu à fréquenter. Aix-en-Provence, Herair Max Klinjan, Yelgu Darva Arkelapagum, Kanimoren Aix-en-Provence, Herair Max Klinjan, condamné à 2 ans de prison. Dans quelques jours, il sera libéré. Turkian. C'est une véritable ovation qui a accueilli le verdict des jurés d'Aix-en-Provence. On a crié, on a pleuré, on a chanté la Marseillaise. Les militants arméniens massés devant le palais de justice avaient réclamé la clémence, mais ils avaient de la peine à y croire. Mon père était en larmes. Je pense qu'à ce degré d'intensité, il y a peu de choses. C'est Ourachem, je suis content. Oui, je suis content, monsieur. C'est François, monsieur. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Oh, vive la justice. Quand mon oncle a été libéré,
On a eu comme ça un vent positif de quelque chose qui avait servi et on allait rentrer dans une nouvelle phase de la reconnaissance du génocide des Arméniens, une nouvelle période de l'histoire de la cause arménienne, cette ouverture à l'international, au monde de ce qu'avait vécu le peuple arménien. Finalement, une reconnaissance pour toutes les victimes. C'est quelque chose voilà, qui a jailli au moment de la sortie de prison de mon oncle. La France est loin d'en avoir fini avec le terrorisme arménien. 5 mois avant le procès de Max Kilian, une prise d'otage fait la une des journaux et remue l'opinion publique. Le 24 septembre 1981, 4 jeunes hommes tout juste arrivés du Liban investissent le consulat de Turquie à Paris. L'opération Van est revendiquée par l'Azala, l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Elle marque une nouvelle étape dans la stratégie de l'organisation clandestine, pilotée de Beyrouth. J'ai eu un coup de fil d'un journaliste qui m'a dit « T'as vu ce qui se passe au consulat ?» Je tombe des nues, j'essaye tout de suite de me renseigner, de comprendre ce qui se passe, de soutirer des informations. J'essaye de réfléchir politiquement à ce qu'il convient de faire dans cette situation. C'est vers 10h45 que plusieurs hommes, 4 selon des témoins, surgissent dans l'immeuble du 170 boulevard Haussmann. Le commando arménien se rue alors au premier étage du bâtiment, tirant quelques coups de feu pour montrer sa détermination. Très vite, le commando regroupe le personnel du consulat dans 2 pièces et prend position derrière ses fenêtres. La première chose qu'on a fait, c'était en effet d'essayer d'expliquer, de justifier cette action avec autant qu'on le pouvait dans un contexte qui était quand même celui d'une prise d'otage avec 60 personnes prises en otage, un mort parmi le personnel turc et un membre du commando très gravement blessé. J'avais peut-être pas prévu la résistance qui leur a été opposée, puis il y avait des dizaines et des dizaines de personnes dans ce consulat de Turquie, donc c'était une opération démesurée par rapport à leur projet. C'était pas professionnel, si je peux me permettre, et cela a tragiquement dérapé. 12 heures, première tractation. Le commando, au nom de l'armée secrète arménienne, demande la libération de tous les Arméniens détenus en Turquie et leur acheminement par avion en France. Parmi les otages se trouve le consul de Turquie. Ils avaient peur que les 4 fassent exploser les bombes au sein du consulat. Là, ça aurait été un carnage. Pendant 15 heures, la France suit en direct la prise d'otages. La Turquie refuse de céder aux exigences du commando Van, mais son chef, Vasken Sislian, blessé, négocie son évacuation et sort de l'immeuble en vainqueur. Ses 3 compagnons se rendent au milieu de la nuit. Personne ne peut plus ignorer la question arménienne. Et finalement, on a vu ce qui s'est passé, grâce notamment à une médiation très forte du chef de l'anti-gang, qui était le commissaire Broussard. Ben voilà, c'est tout. C'est l'essentiel, voilà, la discussion. Quand Vasken Sislian, blessé d'une balle au foie, se tient debout et sort du consulat en faisant lever de la victoire, oui, on était fiers. Il personnifiait tout le discours et tout ce qu'on portait depuis un certain nombre d'années. La politique reprend le dessus. Il faut en effet, comme on dit maintenant, capitaliser sur l'événement et puis aussi d'être solidaire de ceux qui se seront de ce fait retrouvés en prison. On fait des collectes pour organiser leur défense, pour faire venir leur famille aussi qui est au Liban. Pour nous, ce ne sont pas des terroristes le couteau entre les dents, ce sont des fils de la communauté arménienne qui se sont mis en danger pour la cause collective. Deux, 3 soirs après, il y a eu un meeting spontané à Paris, à la Mutualité, organisé par le MNA, donc le Mouvement national arménien, dirigé par Arat Oranian. La salle était noire de monde, il y avait une effervescence, était chauffé à blanc, et vas-y, et Azala et ceci, Azala avec toi, voilà, c'était ça les slogans. A tenté d'empêcher les massacres, alors que dans la souffrance de l'exil et de la péril de la patrie,
les Arméniens agissaient pacifiquement, ne serait-ce que pour faire reconnaître officiellement le génocide. Qui, quel État s'est-il honoré en faisant écho aux revendications de notre peuple? Si De Gaulle, si Kennedy, si Khrouchtchev, Mao Tse-tung, Kadhafi, Mitterrand. Moi, je suis vu comme un agitateur, ce que j'étais. Donc effectivement, je suis dans le collimateur. Oui, on m'interpelle, on m'interroge, on me met en garde à vue. On essaye d'établir des connexions entre moi et les auteurs de la prise d'otage. Bon, voilà, classique. Les mouvements terroristes arméniens sont nés sur le même terreau, la mémoire du génocide. Ils visent en apparence un objectif commun, sa reconnaissance. Mais en pleine période de guerre froide, ils reflètent aussi les divisions de la communauté et naviguent au gré des alliances internationales. L'Azala est proche des mouvements palestiniens. Plus moderne, elle veut marquer l'opinion par des actions terroristes spectaculaires. Dans le côté Asala, il y avait quelque chose de plus universaliste, de plus moderne peut-être, de plus dans l'air du temps, qui s'inscrivait en effet dans le mouvement général des révolutions mondiales, des grandes luttes, etc. etc. Bon, voilà. C'est la phraséologie de l'époque. Le 15 juillet 1983 marque une rupture pour le terrorisme arménien, en dehors comme au sein de la diaspora. Sous l'impulsion de son chef Agop Agopian, l'Azala place une bombe dans l'aéroport d'Orly. L'explosion fait au total 8 morts et des dizaines de blessés. Elle déclenche la colère de l'opinion publique et de l'État français et provoque une scission au sommet de l'armée secrète. Il y a eu déjà toute une série d'attentats extrêmement contestables, aveugles, extrêmement violents avant Orly, qui annonçait Orly. Bon, alors, Orly, ça a été le bouquet final dans la violence dégénérée de l'Azala, qui était en train de dériver à l'époque vers un terrorisme moyen-oriental de plus en plus débridé. Ça a été un massacre. La cause arménienne, c'est une cause noble, hein, et on ne va pas à l'aveuglette comme ça, non. C'est vraiment quelque chose qui nous a profondément marqués. Hein. C'est du terrorisme aveugle. Et ça a beau se passer devant Turkish Airlines, c'est pas acceptable. On a tous plus que regretté, on a tous condamné Orly. Orly, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Je dis, hélas, il y a eu Orly. On ne met pas des explosifs dans un bistrot où il y a des femmes et des enfants, et des civils, enfin, tout ça. Je trouve ça. Enfin, on ne combat pas l'inhumanité par l'inhumanité. En fait, c'est une déviance qui, malheureusement, n'aurait pas dû avoir lieu. Et dans la famille, très vite, on les a dénoncés. C'était inenvisageable. Là, on semble qu'on frappe à l'aveuglette et que donc on est dans un goût de mort, dans un désir de donner la mort à qui aura le malheur de se trouver là. Et là, c'est une inquiétude. C'est même une inquiétude, c'est même une angoisse. C'est pour ça que lors du procès Vannes, on tente quoi, de réhabiliter, de donner du sens à ce qui peut paraître insensé, et ce qui a été dramatique. Mais on peut donner du sens au drame. Par contre, à Orly, que voulez-vous donner comme sens au drame? Il y a le drame, point. C'est dans ce contexte de réprobation générale que s'ouvre le procès des 4 preneurs d'otages du commando Vannes, le 24 janvier 1984. 7 mois après l'explosion d'Orly, les autorités françaises redoutent un nouvel attentat et mettent en place un dispositif de sécurité inédit autour de la cour d'assises de Paris. Patrick Devedjian, l'avocat de droite, et Henri Leclerc, l'avocat de gauche, pilotent à nouveau la défense des accusés. Mais la dérive meurtrière de l'Azala pèse sur la préparation de l'audience.
C'est plus difficile à défendre, effectivement. Il y a un mort, ils viennent du Liban, donc ils ne sont pas de chez nous, entre guillemets. On plaide toujours la nécessité de la reconnaissance du génocide, mais il n'y a pas l'environnement affectif et familial de la famille Khinjan par la communauté arménienne française. On est dans la phase B du procès Khinjan, mais ça se passe à Paris, donc il y a un retentissement plus fort. C'est plus Aix-en-Provence, une petite ville. Il y a des manifestations spontanées de soutien dans Paris, plus ou moins réprimées par les autorités. C'est un procès politique, effectivement, et il fallait absolument, et c'est là toute la difficulté pour Maître Henri Leclerc et Patrick Devedjian et d'autres avocats français, d'absolument rompre avec Orly. On ne justifie jamais l'acte terroriste, pour ce qui concerne les avocats, personne. Ni Henri Leclerc, ni Devedjian, ni Tedjen, ni moi. Bon, on explique que c'est cette violence monstrueuse qui a fait que plus d'1 million de personnes arméniennes ont été massacrées, oubliées par la Turquie en 1915, que c'est de cette violence-là que surgit cette autre violence. Il était inconcevable que les victimes soient les Turcs et les tueurs les Arméniens. C'était une inversion de la réalité des choses qui était totalement inadmissible pour nous. Et le slogan à l'époque, c'était « Le terrorisme, c'est l'État turc et la résistance, c'est le peuple arménien ». On transforme, bien sûr, un procès de la Turquie. Quoi. Un procès de la Turquie, de l'Empire ottoman, de la Turquie actuelle, de la dictature turque d'aujourd'hui, de la dictature tout court. Donc c'est une tribune, en fait, aussi, les procès, c'est une tribune importante, donc, qui a beaucoup d'influence. Il y a dans la salle, en plus, des personnalités qui sont connues, comme Henri Verneuil, le grand cinéaste, il y a Charles Aznavour et d'autres. La communauté est très mobilisée. Alors, elle fait bloc autour de ces 4 garçons, ce qui ne veut pas dire qu'elle approuve. Ça ne veut pas dire qu'elle partage en éthique l'acte, mais elle comprend l'acte. Pour bien montrer qu'on est dans une figure de résistant et pas autre chose, pas de prisonnier de droit commun, parce que certains auraient voulu peut-être, du moins la Turquie, mais Devedjian et Leclerc font intervenir Méliné Manouchian au procès. Il faut faire coïncider l'histoire de ces 4 jeunes gens qui viennent du Liban, qui sont des Arméniens du Liban, qui parlent arabe et qui parlent arménien, avec l'histoire arménienne en France. Donc sa présence est non seulement souhaitée, il y a un désir éperdu qu'elle vienne, car on se dit que ça peut être une personne majeure, et elle le sera. Quand elle est entrée dans la salle de la cour d'assises, le président s'est incliné devant elle et il a dit « La cour salue la veuve d'un héros ». Et elle était très émue, c'était assez beau, et elle a dit « Je voudrais embrasser ces garçons, parce que ce sont les enfants que nous aurions voulu avoir avec mon mari ». Alors, évidemment, c'était impressionnant. Mais elle a fait un témoignage très compréhensif de ses enfants. C'est les enfants que nous aurions aimé avoir avec Missak. On revient à la lettre, à la fameuse lettre de Missak, la dernière lettre, disant « Vous êtes les enfants que je n'ai pas eus avec Missak Manouchian », évidemment, c'est très beau, quoi. Ça serait très beau dans un film, en fait. C'est une réplique de cinéma. D'elle-même, elle raconte son histoire, Missak, les Arméniens, la résistance, sans trop d'ailleurs, et puis après, elle les regarde, elle parle de leurs yeux bleus à un moment donné, voilà. Et puis elle leur parle. C'est la grand-mère qui vient chapitrer ses petits-enfants. Voilà. Et qui vient dire, on ne vient rien casser à la maison, parce qu'ici, on est à la maison. Et ça, c'est très, très fort. Et vous voyez, ce sont des mots qui réunissent. Est-ce qu'elle considérait que c'était la même chose
que l'occupation de la France par les nazis, je ne me souviens pas qu'elle soit allée jusque-là, mais dans son âme à elle de résistante, elle avait un devoir de solidarité. Et puis la présence de Mélinier, ça veut dire comment les Arméniens, ça a aussi été la résistance française. Comment Charles Aznavour, ça a été la chanson française, l'art français. Henri Verneuil, l'art cinématographique français. Et on comprend à ce moment-là comment les Français arméniens sont un apport important pour la France. Comme à Aix 2 ans plus tôt, la Cour d'assises de Paris se montre sensible aux arguments déployés par la défense. Le 31 janvier 1984, elle condamne les 4 preneurs d'otages du consulat à 7 ans de prison, une peine dont ils ont déjà effectué une grande partie. Des fois, les tribunaux sont très intelligents. C'est-à-dire que comment rendre une peine qui dise on ne peut pas accepter ce qui s'est passé, mais on comprend pourquoi vous en êtes venu là. Et il faut que tout ça, ça tienne dans une sentence. Et là, dans les 7 années. Aujourd'hui, on serait dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Hein, aujourd'hui, ce serait... Vous voyez comme les temps changent, comme les choses changent. Le verdict a été quand même un cadeau. Alors qu'on était 6 mois après l'attentat d'Orly, dans un moment où et l'opinion, et pas seulement l'opinion, la police, l'appareil administratif, les politiques français étaient extrêmement remontés contre la Sala. À raison. On a crié au scandale, bon, on s'est roulé par terre, on disait mais comment 7 ans de prison c'est trop. Bon, voilà, c'était un bon verdict. La décennie sanglante du terrorisme arménien prend fin au milieu des années 80. Après le carnage d'Orly, la diaspora rejette définitivement ce mode d'action. Les commandos des justiciers du génocide rangent leurs armes. Le chef historique de l'Azala, Agop Agopian, est abattu à Athènes en avril 1988. On peut tomber sous la loi de l'apologie du terrorisme, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais les années d'opérations terroristes, les années terroristes arméniennes, ont poussé des gouvernements à reconnaître le génocide arménien, ont poussé des parlements à en faire autant. Si on n'avait pas fait ça, on en serait où on en serait? Je vous rappelle qu'il n'y avait que l'Uruguay qui avait reconnu le génocide arménien en 1965. Le Parlement européen, c'est 87, c'est déjà plus tard. Donc oui, moi je trouve qu'ils ont été décisifs. Et je pense que Patrick le pensait aussi. Il faut se battre pour ces questions de reconnaissance, de mémoire, de justice. Parce qu'on espère, pourquoi? Parce qu'on espère toujours que si on fait la justice sur des faits passés, ça déteindra en fait sur des choses qui se passent aujourd'hui. Et au fond, quand même, tout le monde, tous les historiens sérieux voient que ça ne déteint pas du tout. Voilà. Il faut recommencer toujours à zéro. La Turquie d'aujourd'hui n'est pas l'auteur, n'est pas le responsable, n'est pas celui qui a fait le génocide. Mais la Turquie d'aujourd'hui doit assumer et assurer la continuité de son histoire. Plus la Turquie nie le génocide, et plus les Arméniens continueront à revendiquer la reconnaissance de ce génocide. Comment se peut-il que l'Arménie soit toujours menacée aujourd'hui par les forces du panturquisme, par cet axe Ankara-Bakou, et qui est une menace non seulement pour les Arméniens, mais aussi pour la paix dans la région et pour d'autres peuples. Max Rahir Kiljian s'est éteint le 22 mars 2023, à l'âge de 80 ans. Levon et Sarat, ses frères, sont morts eux aussi. Son rôle précis au sein des commandos des justiciers du génocide arménien reste un mystère. Après son procès, il a continué d'habiter la maison familiale de Beaumont, sur les hauteurs de Marseille, et de militer contre le négationnisme turc. Je n'ai jamais parlé avec mon oncle de cette affaire. Je n'ai jamais su s'il était coupable, innocent, quoi que ce soit, participant. Ce que je peux dire, c'est que ça a créé des dommages sur la famille, sur notre famille, qui sont importants.
qui sont presque... Pour certains, ça a été vraiment traumatisant. Ben, ce qu'il a dit quand il était à l'hôpital, il a simplement dit on était une famille de fous. Dans le sens où, en fait, on a... Je dirais pas on a perdu notre temps, mais en fait, on s'est sacrifié, on a sacrifié une partie de l'histoire familiale pour la cause. C'est un fait historique. On y a involontairement participé. Je suis fier de tout ce qui a été fait autour de ça. Non, c'est beau. C'est dur, mais c'est beau. Le terrorisme arménien s'inscrit, comme d'autres, au cœur des années 75-95, 2 décennies utopiques et violentes. Aujourd'hui, la Turquie ne reconnaît toujours pas le génocide arménien, et l'existence même de la République d'Arménie reste menacée par ses puissants voisins. Le combat est devenu celui de la survie d'un pays, de sa langue et de sa culture.